Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Avant de commencer, je vais vous faire une petite introduction pour vous donner le programme. Les différentes sorties se découperont en trois vidéos: l'Anjou blanc, l'Anjou noir et la Vendée. Donc, comme je vous le disais, la première étape nous emmènera dans l'Anjou blanc. Nous débuterons avec la carrière de Montreuil-Bellay. Ensuite, nous remonterons pour nous arrêter à Vaudolnay, sur un très bel affleurement. Et pour finir l'Anjou blanc, nous irons à Douai-la-Fontaine pour la découverte des Faluns. La deuxième étape de notre exploration nous conduira dans l'Anjou noir, où nous débuterons avec un ancien four à chaux. Ensuite, nous verrons une carrière servant à la construction de nos routes. Nous poursuivrons avec une rapide escale sur une colline de Beaulieu-sur-Layon et une autre à Rochefort-sur-Loire. Et nous terminerons la journée par une ancienne mine de charbon. La dernière étape de notre excursion géologique se passera non plus en Anjou, mais en Vendée, pour découvrir des empreintes de dinosaures et autres fossiles, et conclurons avec une discordance de 200 millions d'années sur une falaise vendéenne. Êtes-vous prêt à découvrir les joies du terrain à travers mes yeux? Bon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas me répondre, alors attachez vos ceintures et partons à la découverte de la géologie de l'Anjou. Pour commencer notre voyage, nous allons explorer l'Anjou blanc. Alors, qu'est-ce que l'Anjou blanc? On ne va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. On l'appelle ainsi car il est principalement composé de roches calcaires, et donc de couleur blanche, oui. Il faut que j'arrête d'espérer une réponse, ça ne fonctionne pas dans ce sens. Bref. Donc l'Anjou blanc est blanc, et est situé à l'est d'Angers. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, donc passons à la première escale de notre voyage. Pour commencer, nous nous sommes arrêtés dans une carrière à Montreuil-Bellay. Cette carrière est une carrière de calcaire. Donc, vous pouvez voir que de ce point de vue, qui est l'entrée principale, la carrière ne paye pas de mine. La zone la plus intéressante se situe derrière. Voilà, là c'est déjà plus intéressant. Ce n'est pas un affleurement que vous voyez, mais je n'ai pas le terme exact, mais c'est un gros tas où les ouvriers rassemblent les blocs de calcaire avant de les broyer. Oui, broyer. Donc des centaines de fossiles sont perdus chaque jour. Et quand je dis des centaines, c'est à peine exagéré, étant donné la quantité faramineuse de fossiles que l'on y trouve. Principalement des ammonites, mais aussi divers coraux solitaires, rostres de bélemnites, nautiles et bien d'autres organismes. Même des restes de vertébrés. Ici, vous pouvez voir une superbe dent de raie. Hélas, ce n'est pas moi qui l'ai découverte, sinon elle serait sur mon étagère depuis longtemps. Bref, ici, vous avez un aperçu de l'affleurement, qui est bien moins exploitable pour la prospection des fossiles. Ici, il faudra creuser dans l'affleurement, et soyons honnêtes, c'est bien plus simple de ramasser après le passage des carriers. Nous avons vu que les carrières détruisaient des fossiles, c'est un problème. Mais les carrières ont quand même une importance primordiale. En effet, même si elles détruisent une grande quantité de fossiles, elles sont très utiles aux géosciences, que ce soit pour la tectonique, la stratigraphie, et dans mon cas pour l'aspect paléontologique. Les carrières mettent à jour des couches que nous ne pourrions ni voir ni étudier autrement. Pour ce qui est du calcaire présent dans cette carrière, il s'agit d'un calcaire oolithique. Les oolites sont bien visibles sur cette ammonite. Ce sont toutes les petites boules rouges. Avez-vous remarqué mon aisance et mon vocabulaire recherché pour vous parler des oolites? Non? Bon, alors reprenons. Et donc, ces couches, elles datent de quand? Eh bien, elles datent du Bâtonien supérieur. D'autres couches plus hautes datent du Calovien, mais je n'ai pas de photo pour vous montrer la différence et honnêtement, même si j'en avais une, je n'aurais pas su vous le dire. Même sur le terrain, je ne voyais pas de différence. Pour conclure sur cette carrière, voici l'équipe de bras cassés qui est, en partie du moins, en L3 aujourd'hui. Si vous voulez voir la photo en détail, faites pause car nous allons passer à la suite des réjouissances. Après cette très belle et très riche carrière, nous entamons notre remontée par une deuxième escale près de Vaudolnay. Nous retrouvons la classe au niveau de Vignes pour chercher des pierres volantes. Mais qu'est-ce qu'une pierre volante? Quand les vignerons retournent le sol lors de l'entretien de leurs vignes, ils grattent la roche qui se situe sous le sol et ramènent des fossiles à la surface. Dans ces vignes,
nous avons trouvé de mémoire exclusivement des térébratules et des rhinconelles. Ce sont des brachiopodes. Mais le plus intéressant se trouve ici, cet affleurement du Jurassique. Vous avez ici l'échelle, avec notre Eldrick national, environ 1,90 m. Cet affleurement est une ancienne carrière qui aujourd'hui ressemble, hélas, plus à une décharge. Mais attardons-nous sur l'affleurement en lui-même. Vous remarquerez les différences entre les différentes couches. Les plus basales sont composées de bancs de calcaire massif datant de l'Aalénien. Au-dessus, on retrouve une alternance de bancs calcaires avec des joints composés de sable, qui datent du Bajocien. Mais revenons sur le banc de calcaire au sommet. Juste en dessous, vous pouvez voir des petits ronds blancs, et elle s'étend sur toute la longueur. C'est la couche pigeonne. Pourquoi ce nom, me demandez-vous? Très bonne question. Les chercheurs qui ont découvert cette couche ont vu ces ronds blancs et y ont vu une forme d'œuf de pigeon. Oui, moi aussi je trouve ça tordu, et j'y aurais vu, dans le pire des cas, des cailloux. En regardant de plus près, j'aurais vu que c'était des brachiopodes. Bon, les chercheurs de l'époque ont aussi vu que c'était des brachiopodes, mais ils ont gardé le nom de couche pigeonne pour la décrire. Et cette couche est importante. La couche pigeonne a servi à dater cet affleurement au Bajocien. Mais les couches les plus basales datent de l'Aalénien. Effectivement, cet affleurement permet d'observer la transition Aalénien-Bajocien. Cette ammonite située sous la couche pigeonne a elle aussi permis de dater la couche au Bajocien. Ensuite, nous sommes descendus un peu plus bas. Oui, c'est un pléonasme, et alors? Donc nous sommes descendus pour observer un affleurement datant du Cénomanien, composé de calcaire glauconieux. Alors la glauconie, c'est toutes ces petites taches vertes que vous pouvez voir dans ce morceau de calcaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que je vous ai dit que nous sommes descendus. Et vous le savez, parce que vous avez bien appris votre échelle stratigraphique, que le Cénomanien, c'est du Crétacé, et que l'Aalénien, c'est du Jurassique. Mais il est en dessous. Effectivement, elle n'est pas visible, mais il y a entre ces deux affleurements une faille qui a mis le Jurassique au-dessus du Crétacé. Nous poursuivons notre aventure dans le centre de Douai-la-Fontaine, au mystère des Faluns. Vous pouvez voir notre Corentin national qui sert d'échelle. Derrière lui, nous observons un magnifique affleurement de faluns. Les faluns sont des sables bioclastiques, des roches sédimentaires composées de sable et de débris coquillés. Bio pour l'aspect biologique des coquilles et claste signifiant fragment. Les faluns de Douai-la-Fontaine sont datés du Miocène et présentent un faciès savinien. Le faciès savinien est caractérisé par une abondance de bryozoaires. Revenons à notre affleurement. Nous observons de superbes litages nous indiquant la présence d'une ancienne mer, la mer des Faluns. Ces litages nous donnent beaucoup d'informations comme la direction du courant ainsi que sa force. De plus, regardez bien et vous verrez que l'affleurement se découpe en trois zones sur sa hauteur. Les lignes des litages semblent être coupées à leur sommet. C'est dû à l'érosion. La première couche s'est déposée naturellement, mais s'est fait couper la tête. Et la couche du dessus s'est déposée. Le processus s'est répété pour la deuxième et la troisième couche. Maintenant que nous avons pu admirer le parking du mystère des Faluns, nous allons pouvoir rentrer dans le musée. À l'intérieur, nous découvrons une vitrine avec différents fossiles qui ont été découverts dans les Faluns par Valentin Preugnot. Allez voir sa chaîne, il fait des trucs cool. Donc, nous avons des dents de poisson, ici des dents de dorade, ça va plaire à une amie, des dents de crocodile et un morceau de Metaxytherium. C'est du lamentin. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse sur les fossiles des faluns, parce que les faluns sont extrêmement riches en fossiles et mériteraient une vidéo complète. Mais les principaux fossiles, principaux dans le sens qu'ils sont communs, mais je donnerai aussi des exemples plus rares. Donc, nous retrouvons une grande quantité de bryozoaires, divers lamellibranches, des pectènes, des gigantopectènes et des dents de requin. Une dent de requin vraiment impressionnante, c'est cette dent d'Otodus megalodon, qui a été trouvée dans les faluns de Douai. Mais on retrouve aussi des restes plus rares comme des dents de mammifères. Ici, vous avez par exemple une dent de rhinocéros. Bref, on trouve énormément de fossiles plus intéressants les uns que les autres. Donc je vais être obligé de fermer cette parenthèse ici à mon grand regret. Donc nous sommes entrés, et après cette magnifique vitrine, nous avançons pour partir dans les couloirs du temps et voyager au cœur du Miocène. Donc dans le musée, nous allons surtout regarder la forme des couloirs. Pour le reste de la visite, vous irez vous-même parce que c'est cool. Donc regardez les murs. Que voyez-vous? Quelle est leur forme?
Et oui, ils ont la forme d'une bouteille. Alors pourquoi une forme de bouteille? Ce n'est pas pour motiver les carriers à bosser en pensant à la pause déj, mais pour l'intégrité de la mine. Alors oui, mais non, le falin n'est pas exploité dans une mine. En effet, les mines servent à exploiter les minerais. Mine, minerais, c'est bien foutu, n'est-ce pas, hein? Pour revenir au falin, il est quant à lui exploité dans une carrière, car c'est un matériau. De plus, que ce soit les mines ou les carrières, les 2 peuvent être soit à ciel ouvert ou enterrés. Ce n'est pas l'exposition au soleil qui détermine le nom. Donc je disais avant d'être interrompu brusquement par, moi-même, bref, passons. Je disais donc que cette forme de bouteille sert à maintenir l'intégrité de la carrière. La zone la plus basale est large pour permettre d'extraire un maximum de matière. En remontant, les carriers vont rétrécir la cavité pour éviter un effondrement du couloir. Arrivés à la surface, ils vont pouvoir reboucher le trou qu'ils viennent de faire avec des blocs comme ici. Mais pourquoi faire un trou si c'est pour le reboucher ensuite? Eh bien, tout simplement, c'est une question de sécurité. S'il remontait et ne laissait que quelques centimètres de roche, le premier gars qui passe poserait le pied et aurait une bien mauvaise surprise. Une chute de 8 mètres. Donc en remontant jusqu'à la surface et en rebouchant, il laissait le sommet de la cavité visible et évitait aux gens de tomber. Avec le temps, l'herbe a recouvert le sommet, mais les blocs permettent également de renforcer ce dit sommet. Et c'est après notre exploration du mystère des Falins que se termine notre aventure au cœur de l'Anjou blanc. Je vous laisse avec Elric et son ammonique Béatrice qui a été découverte dans la carrière de Montreuil-Bellay. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. On se retrouve la prochaine fois pour l'exploration de l'Anjou noir. Bonne journée à tous.